Moi, ça me fait beaucoup rire parce que je me prends des tacles de tous les DJ frustrés sur les réseaux qui disent ouais, tu utilises le sync ou alors ton set il est fake et tout. Comment ça se fait que tu mixes sans casque? Ouais, je vois très bien. Et en fait, excusez-moi les gars, mais moi j'ai... Donc je lui ai dit écoute, j'ai un titre avec Oliver Heldens, on a remixé Mozart, donc c'est pas nous de base, donc on n'a pas les droits sur les enregistrements, donc il va falloir qu'on réenregistre tout. On est aujourd'hui dans un monde où les gens voient des centaines, si ce n'est des milliers de vidéos tous les jours. Donc si tu veux maximiser tes chances d'être vu, il faut... C'est une trend qui a bien marché sur très peu de titres, mais qui a fait, sur mon remix de Vivaldi, on est à plus de 200 millions de vues sur TikTok, et mon remix de Mozart, on est à plus de 100 millions de vues sur Instagram. Salut Charles, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Salut Gaëtan, écoute, merci de me recevoir, c'est un plaisir. Bienvenue dans Backstage. C'est quoi un peu ton actualité du moment? Tu fais quoi? Comment tu vis un peu les voyages de cet été? Mon actu du moment, je fais ce qui me plaît, je fais de la musique, je voyage énormément. J'ai sorti des remixes de musique classique qui ont bien fonctionné, aussi bien sur Instagram, TikTok que sur Spotify. Et cet été, on a pu me retrouver à New York, à Tomorrowland, à l'autre bout de la planète, à l'île Maurice, un peu partout en Europe, un peu en Asie, un peu Nord-Afrique. Donc j'ai pas mal bougé et puis ça continue. Là, je suis 3 jours à Paris. Donc j'en profite. On a réussi à t'attraper quoi. C'est ça, j'en profite pour me reposer et j'en profite aussi pour voir les copains. Comment tu gères un peu tous ces voyages là pendant cet été? Comment ça se passe? Eh ben écoute, je gère comme je peux. Je voyage énormément, donc c'est quelque chose de très fatigant. Ça passe évidemment par un rythme de vie assez sain aussi. Donc voilà, je bois pas d'alcool, j'essaie de manger bien, j'essaie de bien gérer mon sommeil, ce qui n'est pas forcément ultra facile avec le jet lag. Et voilà, je suis toujours en mouvement, toujours en train de bouger à droite à gauche, de faire des shows et puis de profiter aussi un peu de ces magnifiques destinations auxquelles je suis amené à me rendre et à me produire. T'arrives justement à profiter un peu en dehors des shows ou c'est compliqué? Ouais, absolument. Là, pour te dire, j'étais ce week-end en Corse. J'ai fait exprès de prendre le premier vol le matin et le dernier vol le lendemain pour pouvoir aller à la plage, me baigner dans des petites criques un peu sympas, aller dans des magnifiques paysages méditerranéens et profiter aussi de tout ce qui est gastronomie locale, des petites activités sympas par-ci par-là. Et aussi, on avait des potes sur place, donc... c'est un mix de travail et de vacances. Et comme je fais ça par passion, j'ai pas trop l'impression de travailler. Donc je trouve que c'est une activité qui est assez sympa. Aujourd'hui, Charles, tu traverses le monde entier. C'est super intéressant ce que tu fais. Musicalement, tu le disais, tu es plutôt dans l'univers techno aujourd'hui. Ouais. Comment t'en es arrivé à la techno? Parce que c'est vrai que tu es passé par de différents styles musicaux. Et aujourd'hui, tu t'es positionné là-dessus. C'est quoi un peu le fruit du travail pour te dire, OK, mon style actuel, c'est celui-ci? J'ai toujours eu un ADN autour du côté DJ avant même de faire de la prod et d'écrire mes propres morceaux, ce qui fait que ce que je joue en live, c'est toujours des morceaux qui ont une certaine énergie et qui doivent vraiment envoyer la patate sans faire de détour. Et le truc, c'est que ces dernières années, donc j'ai commencé à travailler avec des gros labels dans l'industrie musicale, dans la musique électronique, notamment Spinnin' Records, et beaucoup de labels EDM, notamment Protocol avec qui je travaille toujours aujourd'hui, qui est le label de Nicky Romero. Et c'est passé par beaucoup d'étapes de recherche d'identité artistique et vraiment d'identité sonore, d'avoir une DA ultra précise et qui d'un autre côté marche aussi et va fitter avec les trends du marché. Le truc, c'est qu'il y a des moments où j'avais l'impression un peu de me perdre parce que je faisais des titres qui marchaient sur Spotify, qui marchaient sur les réseaux, mais j'étais pas forcément fier de les jouer en live parce qu'ils n'avaient pas forcément cette même énergie. Je pense là à des titres un peu plus dance pop qui sont pas forcément calibrés pour jouer sur une main stage de festival. Et donc, je me suis vraiment reconcentré sur ce qui me plaisait vraiment. Et il y a à peu près un an de cela, parce que j'avais un titre l'été dernier qui avait fait top 5 sur Spotify en France, qui avait vraiment super bien marché. Mais j'étais content du titre, on l'avait signé sur le label de Robin Schulz, il a vraiment bien performé. J'étais pas tout autant fier et heureux de le jouer en live
parce que c'était un titre un peu radiophonique et qu'il n'avait pas cette vocation à faire danser les gens. En fait, c'était un truc, ouais, tu peux l'écouter dans ta voiture, tu peux l'écouter à la maison, dans ta playlist ou dans la douche, je sais pas, mais c'était clairement pas quelque chose que je pouvais fièrement représenter pendant mes concerts, pendant mes DJ sets, pendant mes shows. Et donc, je me suis concentré sur ce nouveau style-là, un peu à mi-chemin entre la techno, le DM, et avec cette volonté de faire revivre aussi tous les hits des années 90, de la vibe Eurodance, un peu trance aussi. Et c'est là que j'ai vraiment trouvé ma patte. Et beaucoup de titres m'ont ouvert les yeux l'année dernière, notamment le remix des choristes Voix sur ton chemin. C'est un ami allemand qui a fait ça, et c'était un carton total. Et Prada aussi de Casso, qui sont des titres ouais, un peu dans une nouvelle vague. Enfin, c'est vraiment des ovnis au moment où ils sortent l'été dernier. Aujourd'hui, c'est devenu des morceaux qui ont initié des nouveaux styles de musique. Et dans cette vague-là, qui je trouve aujourd'hui n'a même pas encore de nom, tu vois, on peut appeler ça de la techno, comme de l'eurodance. Ouais, c'est vrai, c'est pas bien défini encore. Il y a pas, en fait, c'est tellement jeune et c'est tellement nouveau que ouais, je saurais pas vraiment te dire ce que je fais. Mais en tout cas, c'est un style que je suis fier de jouer, que je suis fier de produire et qui me correspond énormément en tant que... je pense que je suis un petit peu hyperactif aussi sur les bords. Et le fait de pouvoir me lâcher sur scène d'être à 150 BPM à fond en train de danser comme un zouave et envoyer un mix de plein de styles différents, mais toujours avec cette base commune et cette grosse énergie et ce pilier proche de la techno et vraiment à mi-chemin avec le DM, ça me plaît beaucoup et j'en suis super content. Génial. J'ai envie qu'on revienne avant de rentrer du coup dans ta carrière actuelle, tout ce que tu as vécu, un petit peu sur ton enfance, comment tu as commencé entre Paris, Casablanca, quelles ont un peu été tes influences? Ouais, bah écoute, j'ai énormément voyagé depuis que je suis tout petit, notamment parce que mes parents se sont expatriés au Maroc. Donc j'ai grandi en fait à Casablanca. Il se trouve que là-bas, un des meilleurs amis de mon père avait des platines chez lui dans sa maison et m'a appris à mixer en fait sur des vieilles CDJ 1000 MK2, donc un truc avec CD et compagnie. Ouais, je vois très bien. Et en fait, moi, ça me fait beaucoup rire parce que je me prends des tacles de tous les DJ frustrés sur les réseaux qui disent ouais, tu utilises le sync ou alors ton set il est fake et tout, ou comment ça se fait que tu mixes sans casque. Bah, excusez-moi les gars, mais moi j'ai appris sur du matos où il n'y avait aucune assistance, où il n'y avait rien de tout ça. Et aujourd'hui, bah, j'ai tellement pratiqué que c'est devenu un automatisme, hein. C'est comme le vélo. À force de pratiquer énormément, en fait, tu commences à développer une technique qui fait que tu es ultra à l'aise. Et ça paraît parfois, ça paraît irréalisable pour certains. Après, voilà, j'ai grandi au Maroc, j'ai beaucoup voyagé, j'ai habité aussi en Chine pendant 1 an et demi, à Nanjing, où j'ai fait un échange. Ensuite, je suis allé m'installer à Shanghai pour un stage. J'ai ensuite été recruté par l'entreprise où j'ai fait un stage. Tout ça, c'était dans la musique, évidemment. Et j'avais déjà commencé un peu à mixer à droite à gauche, à faire de la prod aussi, à commencer à signer sur des labels aussi. Ce qui fait que j'ai très vite eu cette vocation d'être un artiste international. Et ça, c'est une partie essentielle de mon métier, justement, de beaucoup bouger et de découvrir en fait tout ce que la planète a à nous offrir en termes de diversité de culture, de façon de travailler, de tendance, etc. C'est hyper. Ça nourrit beaucoup aujourd'hui mon inspiration. Et je continuerai à faire ça toute ma vie, je pense. C'est ce que j'allais dire, ouais. De par ces voyages, tu as dû créer une culture musicale assez large, assez ouverte, et ça a dû au fur et à mesure façonner ce que toi tu voulais. Et à quel point ça t'a ouvert les possibilités, justement, tous ces voyages musicalement parlant. Tu t'es dit, ok, putain, ça j'aime bien, ça je suis moins fan. Bah, en fait, le fait de voyager, tu te rends compte, déjà en sortant de ta zone de confort et de là où tu habites habituellement, tu te rends compte que musicalement, tu vois, chaque style a sa place sur plein de pays et de zones géographiques différentes. Et ça va surtout aussi t'ouvrir les yeux sur l'immensité et l'infinité du potentiel que ton projet peut avoir. Parce que tu peux avoir beaucoup d'artistes qui vont se dire ok, je suis en France. En France, la musique électronique, c'est pas forcément le style de musique qui marche le mieux.
On le sait même, tu as peut-être 85% des revenus musicaux en France. C'est la musique urbaine, c'est essentiellement du rap et un peu la pop qui passe sur Skyrock et compagnie. Le fait de voyager, tu te rends compte qu'il y a énormément, pour la musique électronique, de lieux où les artistes peuvent s'exprimer pleinement et où ils auront même énormément d'opportunités. Je pense notamment aux États-Unis où la scène EDM est énorme et en Asie où vraiment c'est un style de musique qui est en pleine expansion avec des festivals énormes qui battent tous les records. L'Amérique latine est aussi en développement à ce niveau-là et possède énormément de gros talents et même ses propres scènes locales qui rayonnent à l'international. Je pense très particulièrement au Brésil avec Alok, Vintage Culture et tous ces artistes là-bas qui ont explosé. J'ai été amené à travailler avec ces artistes-là et eux-mêmes m'ont apporté une grosse partie de mon audience, notamment Alok en me signant sur son label qui, grâce à lui, en fait, le Brésil, pendant un temps, était devenu le pays numéro un où j'étais écouté dans le monde sur les plateformes, alors que j'y ai encore jamais mis les pieds. Qui est énorme. Donc, le fait de voyager, ça te permet de te rendre compte de toute cette immensité, en fait, du, entre guillemets, marché, mais surtout du monde de la musique. Et toutes ces possibilités, en fait, toutes ces différentes cultures, les différents styles qui marchent. Puis tu te rends compte qu'il y a des styles qui marchent super bien pour diverses raisons dans certains endroits et que tu pourrais aussi, toi, apporter dans ton pays à toi et faire découvrir ça à d'autres artistes. Et donc, le fait de voyager va enrichir, comme tu disais, ta culture musicale, mais ça peut aussi enrichir en tant qu'artiste ta direction artistique, tes techniques de production et pas mal d'autres détails qui vont te rendre encore plus intéressant en fait aux yeux de tes auditeurs. Totalement, ouais. Et tu as soulevé un point qui est vraiment intéressant. Par rapport à la géographie, c'est un vrai rôle majeur dans une carrière. Aujourd'hui, il y a plein de DJ qui pensent qu'ils ne peuvent pas forcément réussir dans le pays où ils sont. Et c'est vrai qu'il faut, entre guillemets, pas avoir peur de vouloir s'exporter, essayer des choses, tenter des choses à l'étranger pour pouvoir se dire que, bah, ok, mon style qui me correspond, je peux pleinement l'assumer n'importe où et pas devenir ou être obligé d'essayer de me mettre dans un style pour pouvoir performer dans mon pays. Absolument. Alors je pense même que c'est contre-productif, même si je l'ai déjà fait, de vouloir essayer de s'adapter parfaitement. Parce qu'évidemment, quand tu es en début de carrière, bon, bah, il n'y a pas grand monde qui veut t'écouter. Donc si tu veux avoir l'occasion de te produire à certains endroits, il y a des compromis à faire. Et ça passe très souvent par le style musical. Mais le fait de voyager peut, comme tu dis, vraiment te faire rendre compte que ton style de musique a une place quelque part. Après, c'est aussi à toi de fièrement défendre ce que tu fais et de faire comprendre aussi aux gens que ton style a une certaine valeur et qui mérite d'être écouté et d'être produit aussi sur scène. Au-delà du style de musique et de tout ce que tu fais au quotidien, je pense qu'il y a quelque chose qui est un atout majeur que tu as, c'est la communication. Aujourd'hui, tu es un très bon communicant, dans le sens où c'est vrai que si on te suit sur les réseaux, on ne peut pas passer une journée sans te voir communiquer. Tu fais des petits reports de la journée en cours, etc. Que ce soit en off, mais aussi de ce que tu fais sur scène. Comment tu as travaillé cette com pour arriver à un stade vraiment ouf, dans le sens où tu arrives à être présent partout, tout le temps et sur toutes les plateformes? Bah écoute, ça fait à peu près 2 ans et demi que je travaille sur ça. Et je me suis posé les questions de ma communication et de comment j'allais mettre en place cette stratégie et développer ma croissance. Je me suis dit, OK, on est aujourd'hui dans un monde où les gens voient des centaines, si ce n'est des milliers de vidéos tous les jours. Donc, si tu veux maximiser tes chances d'être vu, il faut être en mesure de pouvoir poster le plus de contenu possible, mais aussi que ce contenu ait une certaine qualité, dans le sens où tu peux proposer une valeur ajoutée à ton public. Donc, je me suis dit, quels vont être les outils en fait, les plus simples à utiliser que j'ai sous la main pour pouvoir communiquer un max, c'est-à-dire poster un max de Reels sur un rythme de minimum un Reels tous les 3 jours. Pareil pour TikTok, pareil pour YouTube Shorts. Et au niveau des stories, en poster, je sais pas, peut-être minimum 4-5 par jour. Donc, je me suis dit, là, il y a qu'une seule solution, c'est de tout faire au téléphone. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Et peut-être 80% de tout le contenu qui est posté sur mes réseaux, en fait, je suis même pas passé par un monteur, je suis même pas passé par un ordinateur ou quoi que ce soit. C'est vraiment pur et dur, filmé à l'iPhone, monté sur l'iPhone,
poster depuis l'iPhone. Et comme dirait un de mes amis, Wanda Axel, qui est spécialisé là-dedans, ça permet de réduire et même de supprimer tous les points de friction qui sont ceux qui sont d'utiliser une caméra, ensuite décharger les rushs sur un ordinateur, faire ton montage sur un autre logiciel, exporter la vidéo, ensuite la remettre sur ton téléphone pour pouvoir la poster. Tout ça, c'est un processus qui est extrêmement démotivant dans le sens où tu sais déjà que tu as une charge de travail qui est énorme. Alors qu'aujourd'hui, on a à portée de main en fait, des applications qui te permettent de faire des montages et de poster le truc en 3 secondes. Tu vois, je suis arrivé ici peut-être 15 minutes avant qu'on commence ce podcast. J'en ai profité, en fait, j'ai profité de ces 15 minutes pour éditer une vidéo et la poster sur mon Instagram et je l'ai fait. Et en fait, à force de créer énormément de contenu, ça devient des automatismes, ça devient même des habitudes et c'est de moins en moins une tâche qui a cette certaine pénibilité au début. Ça devient, au bout d'un moment, une habitude et même une obligation, dans le sens où tu culpabilises quand tu le fais pas parce que tu te dis, OK, ce qui va contribuer vraiment à la croissance de mon projet, c'est d'être vu et d'être reconnu et qu'on apprécie mon travail. Donc la meilleure façon, c'est de être en mesure de pouvoir poster un max. Et donc pour ça, ouais, c'est la création de contenu depuis le téléphone qui m'a beaucoup aidé. Et le fait aussi de créer du contenu que personne n'a vu avant. On pourra revenir sur ce sujet je pense, sur d'autres sujets que tu souhaites aborder. Mais en passant par des concepts un peu insolites, des choses que des gens n'ont jamais vues auparavant, histoire de vraiment avoir un contenu qui a cette vocation de devenir viral et d'être partagé d'une personne à l'autre. Ouais, totalement. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu as killé le process compliqué pour te le rendre simple, pour pouvoir communiquer de manière instantanée et très rapidement pouvoir le délivrer aux fans qui te suivent, pour que ça devienne quelque chose chez toi de puissant et un atout majeur, quoi. Absolument, absolument. Et pour te faire un résumé, en gros, ce que je poste en Reels, c'est essentiellement ma partie musique. Donc les shows, la production et très très légèrement parfois un peu de behind the scenes. Et la partie story, du coup là je poste beaucoup moins de shows. Je me concentre beaucoup plus sur le côté lifestyle et sur vraiment ce que je fais dans ma vie quotidienne. Et ce qui fait que je crée ce lien de proximité avec mes fans. Je réponds aussi à quasiment tous les commentaires que je reçois sur mes vidéos, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube Shorts. Et je crée ce lien de proximité avec les fans qui fait que on a cette relation qui est de plus en plus forte et ils sont fiers de me suivre et de soutenir mon travail. Et par la suite, pour certains, de me rencontrer en live, que ce soit dans des festivals ou dans des clubs un peu partout dans le monde. Est-ce que tu as d'autres stratégies comme ça, en dehors des réseaux peut-être, même si aujourd'hui c'est principalement les réseaux, que tu mets en place pour réussir du coup justement à consolider ton projet, le faire monter et que ça prenne de la valeur? Ouais, absolument. En fait, en dehors des réseaux, donc il y a sur la partie live, et c'est là qu'un de tes autres invités est très pertinent sur la partie visuelle. J'ai beaucoup de conversions et beaucoup de nouvelles personnes qui viennent me suivre en m'ayant vu en live sur des clubs ou sur des festivals. Et c'est notamment dû au fait que derrière moi, j'ai des écrans LED avec tout un show visuel. Et sur ce show visuel, j'ai aussi des appels à l'action. Et j'incite les gens à venir justement se connecter avec moi sur Instagram en me suivant et en partageant des stories et que je suis amené ensuite à repartager et qui permet aussi d'échanger avec les fans. Je travaille aussi avec des marques avec qui je fais des collaborations et quelques médias aussi parce que voilà, c'est en travaillant avec un max de gens qui ont des communautés que tu vas pouvoir inspirer d'autres personnes et donc agrandir la base de gens qui te suivent dans ton aventure. On a parlé beaucoup de la relation avec les fans. Comment tu gères un peu les relations du coup avec les pros, que ce soit les autres artistes ou d'autres personnes du milieu? Ce qui est assez intéressant avec ton profil, c'est que tu fais tout toi-même, on y reviendra encore après, mais tu as cette faculté à gérer 100% de ta carrière aujourd'hui. Comment tu gères ce temps? Écoute, la raison pour laquelle pour l'instant je gère ma carrière à 100%, après je travaille quand même avec d'autres personnes, hein, on va pas se le cacher, quand je suis en tournée, je suis pas tout seul, généralement on est à peu près 2, 3, 4 personnes, parce que faire tout ça tout seul c'est juste impossible.
En revanche, ouais, la raison pour laquelle je gère tout ça tout seul, c'est parce que j'ai fait des études supérieures, j'ai fait un master en marketing et j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale. Et donc, j'ai toujours apprécié, en fait, construire et développer des projets comme mon projet artistique, comme le projet de mon agence et comme d'autres projets sur lesquels je suis en train de travailler. Et le fait d'avoir ce contrôle sur tout ça me permet d'être déjà serein sur comment mon projet est représenté, mais surtout d'avoir cette harmonie, en fait, aussi bien au niveau justement de cette relation que j'ai avec les fans que cette relation que je vais avoir avec mes clients et que je vais justement travailler sur toute l'année et même sur le long terme, en fait, dans le sens où aujourd'hui, par exemple, quand je travaille avec un club ou un festival et que c'est la première fois qu'ils me bookent, si tu veux une statistique intéressante, pour les clubs, très souvent, ils aiment me rebooker l'année suivante 3, 4 fois dans l'année. Donc, je suis jamais sur du one-shot. Et les festivals, très souvent, après, ils ont cette volonté, évidemment, de renouveler la direction artistique et toute la programmation. Mais les festivals, je suis amené à me reproduire parfois d'une année sur l'autre ou alors 2 ans plus tard. J'essaie toujours de garder cette proximité aussi avec le client et aussi de pouvoir, on pourra en parler plus tard, mais même placer d'autres artistes avec qui je travaille sur ces festivals-là. C'est génial que tu arrives du coup à créer cette relation, pérenniser dans le temps, parce que c'est vrai que quand on met beaucoup d'efforts pour obtenir une prestation, une opportunité sur un événement, bah, les efforts qu'on met là-dedans, si on arrive à les maximiser effectivement avec le temps derrière qu'on va avoir avec des relations pour pouvoir Ça. réussir à faire d'autres événements, c'est très fort. Bah, en fait, le fait de démarcher, ça va représenter peut-être 80-90% du temps que tu vas passer avec ton client jusqu'à la vente. Euh, une fois que tu as déjà vendu ton service ou ta prestation de DJ set ou autre, quand tu veux le renouveler l'année suivante, bon, tu peux gérer ça en un appel Ouais, bien sûr. de 10 minutes. Ouais. Donc, ça a une valeur énorme, justement, de travailler avec ces clients qui sont déjà des convertis, en quelque sorte, qui sont heureux de travailler avec toi et avec qui c'est un plaisir aussi pour moi de renouveler l'expérience. On a beaucoup parlé de ton aspect du coup de DJ, mais il y a aussi l'aspect producteur. Il y a pas mal de personnes qui pensent que DJ producteur c'est un seul et même métier, mais c'est quand même bel et bien un seul et même métier qui se complète, mais quand même 2 métiers sur le papier entre Bien un sûr, peu c'est différents. même plusieurs métiers producteurs. Ouais, oui, également. Ouais. Dans producteur, tu as encore plein de facettes de la production qui viennent s'ajouter, des couches. Comment aujourd'hui tu t'es fait reconnaître en tant que producteur? Comment tu as travaillé pour ça? Bah écoute, dans un premier temps, j'ai commencé à travailler avec des petits labels indépendants. Notamment d'ailleurs le tout premier avec qui j'avais signé, c'était le label de Grégory Klossman. Mais le moment où ça a vraiment commencé à décoller, où j'ai vraiment commencé à me faire reconnaître, c'est grâce à Nicky Romero et son label Protocol Recordings qui m'ont signé pour la première fois en 2018. Donc il y a tout juste 6 ans, 5 ans, 6 ans. Et à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte que j'étais arrivé un peu dans la cour des grands parce que c'est des labels sur lesquels ils signent que des très gros artistes. Et ce morceau en question a été joué à Tomorrowland par peut-être 7, 8 artistes différents. S'est retrouvé sur les main stage de Ultra Music Festival. J'ai eu des soutiens de Martin Garrix et de pas mal de DJ vraiment énormes grâce à ce titre. Et c'est en rejoignant des circuits justement de ces labels dans le milieu EDM que j'ai pu établir mon nom et être vu dans un premier temps par l'industrie. Et ensuite, bah, à force d'être dans les grosses playlists, d'être joué par les gros noms comme DJ Snake et compagnie, ça m'a énormément aidé pour pouvoir, dans un premier temps, débloquer des shows, des festivals, etc. Mais aussi travailler avec des plus gros labels, des plus gros artistes. Donc c'est le fait de petit à petit travailler avec, entre guillemets, des plus gros poissons qui a fait que aujourd'hui j'ai pu signer des titres avec des gens qui sont dans le top 10 mondial des meilleurs DJ de la planète et que j'ai même d'ici l'année prochaine des collabs avec des artistes qui ont été numéro 1. Je peux pas encore te dire le nom parce que j'ai juste pas le droit, mais j'ai un titre en 2025 en particulier qui sera avec un très très gros artiste et j'en suis extrêmement fier. Très fort, très fort.
Comment tu gères un petit peu ce travail avec les artistes et les labels? C'est pas forcément la même relation qu'avec des clients type Booking, ça n'a rien à voir. On est plus dans l'aspect créatif là pour le coup. Qu'est-ce que ça a de différent et comment ça se passe avec un label concrètement? C'est quoi un peu le process, mais même si on l'a un petit peu en tête, est-ce que tu as quand même des contraintes sur lesquelles tu es obligé de respecter? Pour te dire très rapidement, au niveau des artistes, c'est assez friendly parce qu'on est entre artistes. Donc on est entre potes plus ou moins, même si on a tous des objectifs bien précis et des attentes les uns des autres. Mais avec les labels, ça dépend des labels parce qu'il y en a où tu as justement cette proximité avec l'artiste que tu vas beaucoup retrouver chez les labels indépendants, notamment Protocol avec qui je travaille toute l'année et on est toujours en contact, on a des convos WhatsApp où on s'envoie des blagues et sur les mêmes convs, on fait les masterings des derniers morceaux. Et à côté de ça, tu as les gros labels, tu as donc les majors avec qui je travaille aussi, qui eux ont des objectifs directement de retour sur investissement, sur chaque euro qui va être dépensé sur la stratégie marketing, sur comment le titre doit sonner parfaitement et que du coup, bah, ils te disent bon, ta version elle est cool, mais il va falloir avancer un peu plus parce que là, on n'est pas au point, parce que si tu n'as pas telle qualité parfaite de production, on ne te signera pas. Donc, c'est du cas par cas, mais les labels, en gros, l'utilité qu'ils ont aujourd'hui pour les artistes, c'est aussi bien de marketer ta musique dans le sens où ils vont s'occuper de vraiment finaliser le produit, du mixage au mastering, à même ils peuvent être impliqués aussi dans ta direction artistique, t'aider à trouver des chanteurs, des chanteuses, des artistes avec qui tu vas être en collab pour pouvoir aussi pousser le titre. Ils vont aussi s'occuper de toute la partie distribution pour les plateformes, la partie communication, marketing et social media pour faire exploser le titre sur TikTok, sur Instagram. Et ils ont aussi cette facette de... ils sont un peu dans ton équipe, dans le sens où c'est des personnes qui vont analyser en fait ton profil, qui vont analyser ta façon de communiquer sur les réseaux sociaux, qui vont venir aussi avec des conseils pour pouvoir maximiser en fait le potentiel artistique et que toi tu puisses aussi un peu te focus sur l'essentiel qui est bah, pour certains juste de faire de la musique, pour d'autres qui va être de faire de la musique et de la communication, pour d'autres bah, ça va passer aussi par le live. Ça dépend aussi des contrats que tu as avec ces différents labels. Ok, c'est super intéressant. Récemment, tu as collaboré avec Oliver Heldens Ouais. sur un super track. Quand tu collabores à deux avec quelqu'un d'autre, le process est un peu différent. Généralement, on sait qu'aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui collaborent ensemble sans jamais se voir. Est-ce que ça a été le cas sur ce track? Comment ça se passe? Et ben, ça a été le cas sur ce track jusqu'à ce qu'on se voit pour la jouer ensemble la première fois. Et pour te dire, le morceau est sorti en mai, mais si tu veux toute la timeline, moi j'ai eu l'idée du titre en décembre dernier. C'était un moment où je travaillais avec des Allemands sur un remix de musique classique de Vivaldi qu'on a sorti en mars, qui a aussi super bien marché sur TikTok, sur Instagram, sur Spotify et qui a été joué par énormément de DJ. Et dans cette idée de remixer la musique classique, je me suis dit pourquoi pas s'attaquer au GOAT, au boss des boss. Et donc je me suis dit Mozart, ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec Mozart? Et j'ai trouvé Lacrimosa, donc du Requiem de Mozart, qui est connu pour être l'œuvre la plus triste et la plus prenante de Mozart, qui se prêtait mais vraiment pas du tout à un remix techno. Et je me suis dit, en fait, c'est pour cette raison-là qu'il faut le faire. Et j'ai repris justement cette structure dans le même esprit du remix de Vivaldi. J'ai fait cette V1 un peu bricolée. À ce moment-là, j'avais même pas de show. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste tourné une vidéo avec mon cousin. Je me rappelle, on était au niveau de l'église de Saint-Sulpice à Saint-Germain. Et j'avais fait un concept. Est-ce que vous avez déjà vu une boiler room dans une église? Et en fait, j'arrive et je tape à la porte. Et après, en fait, on coupe le plan et on met le remix avec une vidéo de moi en train de mixer.
par-dessus, et la vidéo a fait quelque chose comme peut-être 400 000 vues, un truc comme ça sur Reels en quelques jours. Donc je me suis dit, ok, là on a peut-être un concept qui plaît aux gens. Je pense que les gens veulent entendre le morceau complet. Et à ce moment-là, je me suis dit, si je veux que ça frappe encore plus, il va falloir quelqu'un qui va pouvoir m'aider au niveau de la production. Et pourquoi pas un gros nom, parce qu'on a déjà cette preuve que le titre peut être un hit. On a fait une vidéo qui a fait 400 000 vues. Et à ce moment-là, j'étais en contact avec Oliver Heldens depuis peut-être 2 ans. On s'envoyait beaucoup de messages, je lui envoyais beaucoup de morceaux pour son label, beaucoup d'idées de collab. Et il n'y avait rien qui lui parlait plus que ça à ce moment-là. Bon, je lui en veux pas du tout, parce qu'après les avoir écoutés à nouveau, c'était un peu de la merde. Mais c'est toujours ça quand on écoute une prod, de toute façon. Oui, toujours, bien sûr. Mais quand je lui ai envoyé celle-là, il m'a dit, écoute, c'est une bombe atomique, envoie-moi les stems. Les stems, pour ceux qui connaissent pas, c'est plus ou moins le projet. C'est comme si je t'envoyais un PPTX avec les slides si tu as une présentation. Et c'est toutes les couches musicales qui s'ajoutent les unes après les autres pour produire un titre. Et donc, je lui envoie ça, et puis peut-être une semaine plus tard, il me renvoie une version. Mais alors, il y avait vraiment, c'était le jour et la nuit en termes de qualité de production. Il avait même retravaillé tout l'arrangement et inversé les breaks et les drops, et toute la structure, en fait, était nouvelle. Et j'ai trouvé ça tellement smart, tellement lourd, que je lui ai dit, ok, c'est bon. On l'a le banger, on a la version finale. Et à ce moment-là, j'étais et je suis toujours en relation avec un label avec qui je travaille beaucoup, qui s'appelle Signatune, qui fait partie de Sony Music France. Donc c'est une structure que j'aime beaucoup, parce que c'est un ami qui gère cette structure-là, et qui marche super bien, qui travaille avec beaucoup de gros noms, et qui a l'habitude justement d'accompagner des artistes énormes comme Rehab, Timmy Trumpet, pas mal de gros noms dans le milieu EDM. Donc je lui ai dit, écoute, j'ai un titre avec Oliver Heldens, on a remixé Mozart. Est-ce que ça te chauffe de le sortir avec nous? En revanche, nous, c'est Mozart, donc c'est pas nous de base. Donc on n'a pas les droits sur les enregistrements, même si la composition en elle-même fait partie du domaine public. Donc il va falloir qu'on réenregistre tout avec un orchestre. Parce que si on était passé par, je sais pas moi, si on avait voulu juste racheter les enregistrements qu'on avait utilisés pour faire le remix, ça nous aurait coûté, je sais pas, plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc ça n'a aucun sens. Et il m'a dit, écoute, moi j'ai un plan, je connais des gars qui peuvent nous faire ça avec un orchestre et tout, et qui vont tout réenregistrer. Et en fait, ils ont réenregistré piste par piste tout le Requiem de Mozart, qu'on a ensuite à nouveau remixé avec nos enregistrements à nous, du coup, qui nous appartenaient. Ce qui fait que on s'est retrouvé moi tout seul chez moi sur mon ordi à faire un petit remix que je balance sur Insta et sur TikTok à un titre avec un DJ dans le top 10 mondial, et on a été plus de 50 personnes impliquées sur le titre, si tu dois compter toutes les personnes de l'orchestre, notamment aussi les chœurs qui ont du tout rechanté, parce qu'il y a aussi un gros chœur qui est ultra prenant dans le Requiem de Mozart. Et on a sorti ce morceau du coup avec Signatune et Sony Music France. Le titre a super bien pris, a été joué par beaucoup de gros DJ. On l'a joué pour la première fois ensemble, non officiellement, à Barcelone sur scène. Et on a fait la première officielle à Ultra Miami, Ultra Music Festival, qui est un des plus gros festivals de musique électronique au monde, en mars. C'était ouf. C'était juste taré. Et puis c'est un titre dont je suis ultra fier. Là, qui doit être à un peu plus de 2 millions de streams sur Spotify. Donc c'est un des plus beaux titres que j'ai fait jusque-là. Et il y en a d'autres super jolis qui arriveront plus tard, quoi. Qu'est-ce qui t'a amené à te dire, je vais faire des remixes comme ça de musique classique, et de garder cette trend qui fonctionne super bien? Bah écoute, c'est marrant que tu utilises le mot trend, parce qu'en réalité, il n'y a pas grand monde qui l'a fait. Et on est même très très peu à avoir fait ces remixes, et le peu de remixes qui ont marché, ça a été justement ce remix de Vivaldi, ce remix de Mozart, et il y a eu quelques-uns qui ont repris aussi Brahms et quelques autres Mozart. Je crois que d'autres de Vivaldi n'ont même pas été faits, mais c'est une trend qui a bien marché sur très peu de titres, mais qui a fait
Si je dois te dire, sur mon remix de Vivaldi, on est à plus de 200 millions de vues sur TikTok. Et mon remix de Mozart, on est à plus de 100 millions de vues sur Instagram. Donc, c'est une trend c'est une trend sans en être une, en fait. Mais c'est des titres qui ont été énormément repris dans les vidéos. La raison pour laquelle je suis parti dans cet esprit-là, c'était, comme je te disais tout à l'heure, l'année dernière, j'étais pas forcément ultra satisfait de ce que je sortais musicalement parce que ça marchait sur les plateformes, mais c'était pas pour autant des titres que j'allais jouer en live. Et dans toute cette réflexion où je me suis mis à repenser mon style de musique et à me dire, OK, qu'est-ce qui va me faire vraiment vibrer lorsque je vais jouer sur scène, le fait de remixer en mode techno EDM ultra rapide, 140, 145, 150 BPM, parfois même plus, c'est un truc qui peut s'appliquer à peu près à quasiment tous les styles possibles et imaginables de musique. Et le côté musique classique, je me suis dit, c'est un style de musique qui est tellement épique, qui est tellement prenant et qui parle à tellement de monde que si je le mets à ma sauce, je vais pouvoir en fait attirer des gens qui viennent de plein d'univers différents vers mon univers à moi. Et c'est exactement ce que je recherche dans ma stratégie de croissance, dans le sens où je ne sais pas exactement aujourd'hui, en tant qu'artiste émergent, qui je dois cibler. Donc le fait de passer par la musique classique, d'autant plus que la musique classique, bon, on ne peut pas se permettre de critiquer Mozart, Vivaldi, vu que c'est des artistes dont la musique perdure depuis plusieurs centaines d'années. Donc je me suis dit, c'est hyper intéressant d'apporter ça dans mon style de musique, et ça a payé parce que je me suis rendu compte que j'ai énormément élargi en fait la diversité de mon audience, et je me retrouve tous les jours à recevoir des messages de gens qui ont, je sais pas moi, 70, 80, qui m'envoient des messages et qui me disent c'est fou parce que c'est mes petits-enfants qui m'ont fait découvrir ta musique, j'écoute ça tous les jours. Moi, ça me touche énormément quand je reçois des messages comme ça, parce que je me dis, attends, c'est ouf parce que je fais de la musique soi-disant boum boum que les vieux sont censés détester, et là, on m'envoie des messages qui me prouvent le contraire. Donc c'est hyper agréable de recevoir ce genre de messages de soutien, et ça me réconforte aussi dans cette direction que j'ai prise et que je suis ultra heureux de défendre aujourd'hui sur scène. Du coup, c'est ce que tu souhaites poursuivre par la suite, à peu près dans le même délire, avec ce genre de production un peu peut-être remixée, encore peut-être de la musique classique? Bien sûr, ouais, il y aura de la musique classique, c'est sûr. Il y en a déjà en cours avec des gros artistes et des concepts. Il y en a même certains que j'ai très rapidement mis en preview sur mon Insta. Et je dirais pas les noms là. S'il y a des curieux, je les invite à se rendre compte par eux-mêmes sur ma page. Mais le fait d'incorporer des éléments d'avant dans la musique d'aujourd'hui, avec les sonorités d'aujourd'hui, et avec cette nouvelle vague qui est voilà, ultra punchy, avec des percussions ultra prenantes, et puis vraiment cette vibe très ultra festive, c'est un truc qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup aussi reprendre cette vibe années 90, Eurodance, la vibe un peu trance aussi, dans le sens où c'est des styles qui ont façonné les débuts du clubbing dans les années 80, 90, 2000, et qui aujourd'hui ont des mélodies tellement catchy qu'elles sont reprises par beaucoup d'artistes dans le milieu pop, pas encore dans le milieu techno, donc il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, et j'en suis trop heureux. Et je me disais, c'est fou parce que c'est les musiques qui sont sorties au moment où je suis né. Donc j'ai l'occasion aujourd'hui de remixer et de faire découvrir aux gens les musiques sur lesquelles moi-même je n'ai pas pu danser. Donc c'est hyper intéressant, et ça reste dans cette volonté de rendre hommage à tous ces mouvements musicaux qui ont fait que la musique est comme ça aujourd'hui. Je trouve ça super intéressant d'aller dans cette vibe, que tu te sois trouvé, que tu as envie de pousser ça. Surtout que ça marche super bien, comme tu l'as dit, tu signes avec des super gros artistes qui, eux aussi, du coup, vont pousser cette musique et du coup, par défaut, ton projet. Toi, de ton côté, niveau production, comment tu produis? Est-ce qu'il y a des moments où tu es moins enclin à le faire? Avec la tournée, comment tu gères un petit peu, tu jongles entre ces deux métiers, entre guillemets, DJ et producteur? En fait, le terme jongler, il n'y a rien de plus pertinent, dans le sens où c'est justement... ça peut être parfois juste je suis dans une chambre d'hôtel, je suis inspiré, je suis dans l'avion, ou alors je viens de rentrer chez moi et je suis pas suffisamment pas trop fatigué pour pouvoir ouvrir mon ordinateur et attaquer une idée. Il y a plein de facteurs qui vont faire que je vais me mettre à produire.
Ça peut être aussi tout simplement un titre en ce moment que j'aime bien, que j'ai envie de remixer, ou alors j'ai entendu un titre des années 80 qui m'a inspiré, et du coup j'ai envie de le retravailler à ma sauce. Donc il y a, y a, y a pas de formule, il n'y a pas de recette magique, et j'ai pas non plus d'habitude à ce niveau-là. En revanche, j'essaye, vu la période dans laquelle on vit, où les gens ont un degré d'attention très réduit, et où il faut être très rapide, et où c'est une industrie où aujourd'hui, si tu veux percer en tant qu'artiste, c'est plus comme à l'époque où tu pouvais sortir un titre par an. Là, c'est plutôt un titre par mois. Et c'est aussi la raison pour laquelle, dans les années 80, tu te rends compte que le songwriting des titres était ultra poussé, qu'ils avaient des mélodies ultra prenantes, des progressions d'accords, des morceaux très sophistiqués. Aujourd'hui, on est revenu à la simplicité. C'est pas pour autant que musicalement, ça sonne moins bien, mais en revanche, c'est plus pour correspondre à un mode de consommation qui a énormément évolué. Parce qu'on est quand même passé d'une époque, dans les années 80-90, CD à 2000, où là on passe dans le digital, mais on est quand même dans l'achat de titres, à une époque où maintenant, aujourd'hui, on paye pour accéder à un catalogue de 100 millions de titres sur Spotify ou les autres plateformes. Donc on a cette possibilité, et grâce à cette richesse, de pouvoir aussi zapper énormément et découvrir beaucoup. Et donc la façon dont sont calibrés les morceaux font que il faut que ce soit dans l'instantané. Si tu passes trop de temps sur un titre, tu peux vraiment perdre cette authenticité et cette énergie. Donc, ouais, faut s'adapter aussi avec notre époque, quoi. C'est valable aussi du coup pour sortir des albums versus sortir des singles. Aujourd'hui, il y a peu d'artistes qui se concentrent sur des albums. La plupart, ils se concentrent sur des singles. C'est aussi la stratégie que tu as à l'heure actuelle. C'est la stratégie que j'ai à l'heure actuelle, mais j'aimerais beaucoup sortir un album dans quelques temps. Je saurais même pas te dire quand. Mais un album, c'est quand même une belle consécration et une belle trace de ton passage en tant qu'artiste dans l'industrie. Euh, le seul truc, c'est que voilà, un album aujourd'hui va avoir autant d'impact qu'un single. Et le problème d'un album, c'est que bah, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans de travail parfois. Alors qu'un single, tu peux passer un mois dessus et le plier, quoi. Ouais, bien sûr. Tu as parlé de l'Ultra, notamment où tu as joué avec Oliver Heldens, où vous avez présenté cette track. Je veux revenir un peu sur le côté événement. Quel est l'événement qui t'a vraiment le plus marqué, ou les événements qui t'ont le plus marqué dans ta carrière? Je sais que tu as ramené quelques petits souvenirs. C'est vrai. L'Ultra, potentiellement, parle-nous de l'Ultra par exemple pour commencer. C'est un festival qui représente énormément. En plus de ça, on sait qu'il y a à côté de l'Ultra bah, toute cette synergie musique avec une semaine consacrée dédiée qui est un peu l'équivalent en Europe de l'ADE. Raconte-nous un peu ce que l'Ultra, ce que ça représente pour toi, et les autres événements sur lesquels tu as performé et qui t'ont marqué significativement. Ouais, bien sûr. Bah, Ultra Music Festival, c'est un festival qui m'a beaucoup ouvert les yeux, dans le sens où bah, déjà c'était la toute première fois que j'y allais. C'était ma première fois à Miami. Bon, pas la première aux US, mais ça, tu te rends compte en fait que c'est un peu la façade de la musique électronique. C'est la vitrine de la musique électronique aux US. Et tu te rends compte aussi que c'est un marché qui est totalement différent de ce qu'on est amené à voir en Europe, et où les artistes sont beaucoup plus dans cette volonté d'en foutre plein les yeux aux spectateurs, au niveau du show, de la technique. C'est vraiment super impressionnant. Et l'univers des artistes est beaucoup plus marqué. Si tu dois comparer ça par exemple avec Tomorrowland, c'est un festival qui a son image de marque et son univers à part entière. Ultra a beaucoup moins ça. Ultra, c'est beaucoup plus grosse production, les concerts qui s'enchaînent, et où tu as vraiment les univers des artistes. Les deux ont leurs avantages, donc c'est hyper intéressant, mais ça m'a énormément inspiré, ouais, sur l'immensité du marché US, et aussi bah, sur les tendances de musique en fait, qui marchent auprès du public américain, qui ont vraiment rien à voir avec l'Europe. Notamment, l'EDM est super populaire aux États-Unis, alors que la techno l'est un peu moins. On a aussi toute cette scène bass music, dubstep, trap, tout ce qui va être DNB, Redeem, qui marche super bien là-bas. Et on a
beaucoup de live aussi, dans le sens où t'as des groupes de musique électronique qui font pas du tout de DJ set, qui font vraiment des lives à part entière et c'est ultra intéressant à voir. Euh, Tomorrowland, personnellement, c'est mon festival préféré de tous les temps, dans le sens où c'est un Disneyland pour les adultes, sans blaguer, hein, c'est vraiment un truc. Enfin, t'as des étoiles dans les yeux partout où tu vas, les gens sont super cool. Il y a cette dynamique aussi de, bah voilà, tout le monde est fan de musique électronique. On a tous quasiment les mêmes rêves parce que on a tous vu, franchement, les after-movies de Tomorrowland sur YouTube. Donc, tu arrives vraiment dans un monde à part entière, une sorte de famille énorme de 200 000 personnes qui viennent faire la teuf et qui viennent faire la fête à la belge. Donc cet esprit un peu, comment dire, très, très festif, mais aussi ultra décalé et assumé. Et ça, c'est hyper agréable à voir. C'est genre une fête foraine géante en quelque sorte. Donc c'est cool, ça te fait, c'est un moment hors du temps, tu redeviens un peu enfant le temps du festival. Et c'est un festival qui m'a énormément marqué parce que je pense que c'est le plus gros festival que j'ai dû faire de toute ma vie. Et je suis extrêmement fier d'y avoir été invité 3 fois maintenant. Voilà, il y a aussi beaucoup d'autres événements qui m'ont marqué, notamment mon premier concert en Inde en mars cette année, devant plus de 100 000 personnes. Mais Tomorrowland, ouais, c'était top of the list. C'était un rêve devenu réalité, donc j'en suis extrêmement fier. Est-ce que tu as d'autres événements comme ça, comme Tomorrowland, qui pour toi sont des rêves que tu n'as pas forcément encore atteints et qui sont vraiment des objectifs court terme que tu as envie de cocher dans ta liste? Ouais, il y en a même que j'ai déjà fait et qui étaient même pas dans mes rêves, mais j'ai pu me produire 2 années de suite sur la muraille de Chine. Donc pareil, il y a un festival complètement hors du commun où tu te retrouves à jouer devant des milliers de personnes sur un endroit qui est juste merveilleux et enfin, où tu t'attends le moins à retrouver un DJ jouer des gros beats devant quelques milliers de personnes. Sinon, ouais, dans mes autres rêves et vraiment les festivals que j'adorerais faire, j'aimerais beaucoup jouer au Carnaval de Rio, j'aimerais beaucoup jouer à Burning Man, Coachella. Il y a vraiment une infinité de lieux que je trouve géniaux et sur lesquels j'aimerais énormément me produire dans les années à venir et je pense que ça viendra. Et puis j'aimerais aussi au moment voulu produire mes propres concerts avec toute ma production, toute ma programmation artistique aussi, parce que j'ai envie d'impliquer beaucoup plus d'artistes que ça. Et, euh, et voilà, il y a plein de petites idées comme ça dans ma tête qui me font vibrer tous les jours. Tu parles pas mal de l'étranger. Est-ce que pour toi, ta carrière, tu la vois plus se développer en dehors de France parce que tu penses que c'est plus approprié? Comment tu vois la suite par rapport à ça? Bah écoute, je pense que ça s'est fait naturellement, du fait que j'ai toujours été amené à beaucoup voyager. Et puis le fait de se développer à l'étranger, c'est aussi toucher des nouvelles personnes, des nouveaux marchés. Donc c'est directement lié à ma stratégie de croissance aujourd'hui. Donc moi, je ne demande en fait qu'à jouer dans des nouveaux pays, des nouveaux festivals et vraiment aller convaincre de nouvelles audiences voilà, que mon travail leur plaira, que ma musique résonnera dans leur tête et dans leur cœur. Et, euh, et c'est pour ces raisons-là, justement, que ma croissance aujourd'hui, ma stratégie de croissance, elle est en très grande partie concentrée sur l'étranger. Après, je fais toujours énormément de festivals en France, tu vois, rien que ce week-end, je fais deux festivals dans le sud de la France. J'en fais encore 2 ou 3 pendant le mois de septembre. Donc même si peut-être 80% de mes dates se font à l'étranger, je suis quand même très content de jouer à domicile et c'est toujours un plaisir. C'est même encore plus satisfaisant dans la mesure où c'est des gens qui sont déjà amenés un peu plus à te connaître du fait que tu es français. Tu parlais du show. Je pense que c'est un truc qui est devenu habituel dans les DJ sets parce que maintenant, c'est vraiment des expériences qu'ils essaient de faire vivre. Est-ce que tu n'as pas envie de monter ça vite? À quel moment tu te dis que c'est le bon moment pour pouvoir le faire? Effectivement, la valeur ajoutée, elle est énorme. Mais pour toi, c'est quoi le bon moment pour se dire, OK, je passe d'un DJ set à un show,
artistique, vraiment calé sur mon image, cadré sur mon projet? Pour moi, dès que tu as la possibilité de le faire et que c'est viable et que tu as cette capacité à intégrer ça dans ton projet, dans tous tes shows, il faut le faire dès le début. Après, évidemment, tu auras cette possibilité d'accroître tes moyens de production, mais c'est toujours bien de le faire le plus tôt possible, dans le sens où c'est des éléments qui vont venir nourrir ton univers, qui vont nourrir ta marque, ton nom, qui vont marquer les gens et qui vont être aussi des éléments différenciateurs pour sortir du lot et qu'on se rappelle de toi. Parce que le but aussi qu'on a tendance à oublier et que moi je me dis tout le temps quand je fais un concert, c'est que tu vas jouer quand tu n'es pas connu devant des gens qui n'ont jamais entendu parler de toi. Donc le but c'est que ils sachent qui tu es, qu'ils apprécient ton travail. Et le but ultime, c'est de se dire, OK, comment je vais faire moi pour que ces gens-là, demain, ils parlent de moi à leurs amis. Et que tu deviennes vraiment, comme on dit en marketing, top of mind lorsqu'il s'agit de parler de DJ. Donc, tu vas aller jouer, je sais pas moi, dans une ville en France et il n'y a pas forcément énormément d'événements de musique électronique à cet endroit-là. Bah, pour moi, c'est une opportunité qui est énorme dans le sens où je vais pouvoir faire mon show à fond, me lâcher, me saigner sur scène dans le sens où tous les shows, franchement, si je transpire pas comme un porc à la fin, c'est que j'ai fait un mauvais set et qu'à la fin, ils se disent OK, on s'est pris une claque et que le lendemain, ils se disent ah, hier, j'étais là, j'ai vu ce DJ et il m'a marqué quoi. Je partage à 200% ce que tu dis. Je pense que c'est super important vraiment de marquer les esprits, en fait, que les gens ils s'en rappellent et qu'ils se disent ok, je n'étais pas forcément venu pour ça, mais c'est quelqu'un que j'ai envie de suivre après effectivement cet Bien événement, sûr. après ce set. Est-ce que tu peux nous montrer les badges de Bien Tomorrowland, sûr. l'Ultra aussi potentiellement que Je je l'ai peux pas ramener? pris celui de Ultra. Ah, mais Tomorrowland c'est très Ah, bien. j'aurais dû. Putain, en plus, il est sur ma table de salon. Mais alors, j'en ai pris un en bonus. Donc, alors, pour commencer, je les monte pas en entier, tu vois, parce qu'ils doivent pas être répliqués. Mais c'est des bracelets qui ont l'air très standard, tu vois. Donc, ça, c'est Tomorrowland. Ça, c'est Tomorrowland Winter. Voilà, il est un peu déchiré parce que j'ai eu du mal à l'enlever. Parce qu'il colle très bien. Et celui-là, c'est celui de Ministry of Sound. Bon, celui-là, je peux vous le montrer. C'est un bracelet artiste. Ministry of Sound, en fait, c'est un club iconique au Royaume-Uni, à Londres. Et c'est un club où vraiment tous les plus gros DJ de la planète ont joué quasiment. Donc j'ai été invité à jouer là-bas fin 2022. C'est Nicky Romero qui m'a invité avec son label et ça m'a énormément marqué ce moment-là parce que pareil, en fait, c'était un step pour moi de jouer dans un club comme ça. C'est un peu comme Pacha, tu vois. Ouais, c'est mythique, ouais. C'est même plus mythique que Pacha parce que je crois qu'il existe depuis encore plus longtemps. Et c'est un club qui est aussi un label maintenant, qui a produit énormément de superstars dans le milieu. Donc c'était un peu la consécration de pouvoir mettre mes mains sur ces platines-là qui ont vu passer toute l'industrie auparavant. Donc trop content. Et ouais, Tomorrowland, bah, c'est un rêve devenu réalité. C'est une expérience de ouf. C'était taré. Et justement, même aujourd'hui, tu vois, des moments où je me dis, mais comment ça se fait qu'ils m'aient mis moi aux commandes de ce truc-là, quoi. Aux commandes d'une scène énorme où je me suis vraiment éclaté et où ils avaient tellement d'autres artistes sous la main qu'ils auraient pu faire jouer. Donc je suis aussi extrêmement reconnaissant pour ça. Et j'ai toujours cette petite carte Tomorrowland qui est la carte artiste sur le festival qui permet d'avoir Coca Zéro illimité. Incroyable. Objectif main stage du coup. Objectif main stage, bien entendu. Et puis, objectif numéro un, surtout, c'est se faire kiffer. Bien sûr, totalement. C'est le plus important, hein, je veux dire. Moi, j'avais un travail 9 to 5 avant. Je travaillais dans une grosse boîte de tech. Et là, le moment où j'ai pris la décision de partir, c'est justement le moment où j'ai été invité à jouer à Tomorrowland Winter pour la première fois. Et où j'ai vu mon nom à côté de tous les autres gros noms, Martin Garrix et compagnie. Et je me suis dit, mais eux, ils n'ont pas un travail à côté. Donc,
Je me suis dit, ok, c'est bon. Est-ce que c'est le moment où tu te dis, ok, ça y est, quoi. Ouais, J'ai un peu touché le truc, quoi, quand même. c'est ça. Et à ce moment-là, j'ai appelé mes parents et ils m'ont dit, ah, c'est marrant, on pensait que tu nous appellerais un peu plus tôt. Mais bon, ils l'avaient vu venir, quoi. Ouais, totalement. Mais vaut tard que jamais, quoi qu'il Ah arrive. bah, c'est clair, c'est clair. Mais je suis toujours extrêmement reconnaissant aussi d'avoir pu travailler dans des entreprises comme ça, dans le sens où c'était dans le prolongement de mes études. Ça m'a appris beaucoup de choses aussi. Ouais, bien sûr, ça t'ouvre des portes, ça te permet de voir des choses. Ouais, On a beaucoup de parlé de ta carrière de DJ, mais j'aimerais bien revenir sur ta carrière d'entrepreneur. ouais, Parce que tu le disais, tu as fait aussi des études qui t'ont amené à ça. Tu as créé aujourd'hui une agence qui s'appelle Bon Voyage. c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec Bon Voyage? Ouais, bah, j'ai créé il y a 1 an et demi à peu près, presque 2 ans, mon entreprise qui s'appelle Bon Voyage, qui est une agence, qui est aussi une marque et qui s'occupe de toute la partie booking pour mon projet ainsi que pour d'autres artistes. Tout ce qui est aussi un peu communication, réseaux sociaux, consulting aussi en termes de stratégie de développement de carrière, de marque. Et donc j'accompagne des artistes aussi bien donc, pour leur débloquer des dates et des shows pour développer leur carrière, mais aussi au-delà de développer cet aspect show, je les accompagne aussi pour développer la marque, la notoriété, des stratégies de communication, un positionnement et comment se faire connaître et reconnaître sur ce marché, dans ce sens où c'est pas une tâche qui est ultra facile et qui est déjà pas à la portée de tout le monde et qui parfois requiert certaines compétences qui mettent des années et des années à, à se développer chez les gens. En plus de ça, ça requiert aussi un certain réseau aujourd'hui de pouvoir se faire un nom dans l'industrie. Donc je suis content de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice dans les carrières de ces artistes-là et qu'ils puissent profiter du réseau que j'ai afin de leur faire économiser du temps. Ça peut être des mois comme des années en fonction des contacts pour pouvoir débloquer des opportunités et justement comment on dit, des milestones pour leur carrière. Moi, j'ai été aidé en début de carrière par Nicky Romero et par pas mal d'autres gros noms dans l'industrie. Je suis pas encore arrivé à leur niveau, mais je trouve que je suis déjà redevable envers de nouveaux jeunes artistes de justement les accompagner à grandir et aussi leur redonner confiance, leur ouvrir les yeux, leur montrer que c'est possible. Si je suis arrivé là où je suis aujourd'hui, c'est que tu peux y arriver aussi. Ça demande beaucoup de détermination et puis en s'entourant des bonnes personnes, on peut tout faire. La vie de DJ, c'est aussi une vie bien remplie au Ouais. quotidien. Je sais que tu es zéro alcool, zéro drogue aussi, évidemment. Toi, comment tu abordes les choses par rapport à ça? Est-ce que ça a été naturel? Est-ce qu'avant, tu étais un consommateur d'alcool de manière juste, voilà, de temps en temps avec des potes? Comment t'en es venu à ça? Bah écoute, c'est très simple. Avant, j'étais en école de commerce. Donc en termes de consommation d'alcool, ça consommait bien. Hein, on va pas se le cacher. La consommation des étudiants en études supérieures est colossale. Je dis pas non plus que j'étais là à faire la teuf tous les soirs et à mettre des cuites un lundi soir. En revanche, tu te rends compte au bout d'un moment que si tu as certaines ambitions et que tu veux aller suffisamment loin et que surtout tu es amené à rencontrer beaucoup de monde et à beaucoup voyager, il y a un style de vie où l'alcool est pas forcément ton meilleur ami. Donc je me suis dit, avec ce que je dois faire, c'est un peu incompatible. Et c'est à peu près il y a un peu moins de 2 ans que je me suis dit, on s'est dit avec mon tour manager, ok, là on va aller à ADE en octobre, donc c'est un séminaire d'une semaine où tous les plus gros acteurs de la musique électronique sont amenés à se rencontrer dans plein de lieux stratégiques. Il y a aussi des concerts le soir super intéressants et beaucoup d'occasions de networker avec les gens. Mais c'est aussi une semaine qui est ultra festive, dans le sens où tous les soirs, il y a des soirées de zinzin et tout. Et donc on s'est dit, viens, on y va, mais complètement sobre. Avant, je faisais 1 à 2 mois, parfois 3 mois, sans boire d'alcool, comme ça, mais juste en mode petit challenge, parce qu'on sait très bien que c'est bon pour la santé. Puis, on a arrêté l'alcool, quelque chose du style 2 semaines avant de se rendre à ADE. Puis ces 2 semaines se sont transformées en 1 mois pour ma part. Puis je me suis dit à la fin du 1 mois, pourquoi pas continuer? Ça s'est transformé en 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an.
je me disais en réalité, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Non. Enfin, je ressens pas l'utilité ni le besoin. Et donc aujourd'hui, ça doit faire peut-être 1 an et 10 mois, un truc comme ça. Ok, super. C'est ton hygiène de vie du coup qui a changé quand même. Je suppose que Ouais, c'est ouais, et tu te important. sens mieux, Ouais, hein. bien sûr. C'est beaucoup plus agréable dans le sens où, bon, au début, on va pas se le cacher, le fait de passer des soirées sans alcool radicalement, parce que c'est la seule façon, ça paraît bizarre, parce que tu te dis, ouais, bon, un peu bizarre, elle est nulle la soirée en fait. Bon, après, tu te rends compte que tu n'allais peut-être pas aux bonnes soirées, et que si tu vas à une soirée et que tu es obligé de boire pour que la soirée soit cool, faut peut-être se poser les bonnes questions. Puis après, bah, tu te rends compte que tu peux autant t'éclater sans alcool et que même ces niveaux d'euphorie que tu peux atteindre avec l'alcool, tu les atteins aussi quand tu es bien entouré et que tu t'exploses de rire avec tes potes en soirée, même si tu as d'autres potes justement qui peuvent être complètement bourrés. Donc c'est quelque chose, je vais pas recommander à n'importe qui d'arrêter de boire comme ça du jour au lendemain, mais c'est une expérience qui est cool. Et moi, j'en suis super content parce que ton corps est encore plus content et ouais, tu te sens bien dans ta peau. Tu te sens bien dans ta peau au bout de, je pense, 1 mois, 2 mois. Ok. Et toi, de ton côté, de manière générale, comment tu arrives à jongler avec ta vie perso aussi par rapport à ta vie pro? Est-ce que c'est facile? Est-ce que, à contrario, c'est quelque chose qui est plus demande de l'organisation peut-être? Non, c'est pas trop compliqué dans le sens où, en fin de compte, l'activité que je fais me permet quand même de dégager un peu de temps pour la vie perso. Et puis, ça passe par développer un cadre et une vie sociale structurée dans le sens où la plupart du temps, moi j'habite à Paris, mais j'y suis à peu près peut-être 3 jours par semaine. Donc, ces 3 jours-là, j'en profite. On a un peu nos rituels avec nos potes. On se retrouve dans les mêmes restos, dans les mêmes bars, ou alors à se faire des cafés à la maison. Et ça passe aussi par énormément de rencontres à droite à gauche. Je me rends à plein de spots, des expos, des voyages comme ça, enfin des rendez-vous en tout genre. C'est ultra intéressant. Donc, c'est pas très compliqué. C'est juste que c'est compliqué pour moi d'être dispo un samedi soir. En revanche, un lundi soir, un mardi soir, un mercredi, ou même dans la journée ou le midi, j'ai aucun souci avec ça. Et ça marche très bien comme ça. Donc non, c'est juste une question d'organisation. Et en réalité, même si on travaille énormément, on a quand même du temps pour la vie perso. Ouais, bien sûr. Je trouve que c'est important d'aborder ces sujets parce que peu en parlent et je trouve que c'est bien d'avoir du coup vraiment bah, l'aspect global de comment tu arrives à gérer ça et comment ça se passe dans la vraie vie. Tu as déjà accompli tellement de choses à ton âge, Charles. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Charles B pour la suite? Bah écoute, de kiffer toujours. Moi, je suis toujours super content de faire ce que je fais. J'ai dans mes gros projets pour la suite, j'ai envie de continuer à faire grandir mon nom, mon projet, jouer dans de plus en plus de gros festivals un peu partout dans le monde. Mais surtout, ouais, de continuer à partager toutes ces expériences-là avec mes potes avec qui j'ai la chance de travailler et de faire aussi exploser d'autres artistes. Parce que c'est aussi, et je pense que ça fait partie de ma fibre entrepreneuriale, de justement être dans cette volonté d'accomplir des projets et de mener à bien des carrières d'artistes et les faire briller à l'international. Et s'il y a un artiste avec lequel tu devrais collaborer absolument dans ta carrière, ce serait qui? Non, mais en fait, là, je rigole parce qu'il y en a un que j'ai en tête, mais ce sera pour l'année prochaine. Ok, Et j'en suis trop content. David Guetta. Non, 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 même pas. Non, c'est pas un Français. C'est pas un Français, mais c'est vraiment un mec énorme qui a été numéro 1 du top 100 DJ Mag. Et je reviens toujours pas enfin, je reviens pas de ce qui se passe, mais c'est ouf. Mais il y a énormément d'artistes que j'adore, avec qui je voudrais travailler. Il y en a qui m'inspirent de ouf. Euh, je saurais même pas te dire. On garde la surprise pour la sortie du track alors. Ouais, on va partir sur celui-là alors. Allez, On va partir sur celui-là. partons comme ça. Merci beaucoup Charles d'avoir échangé Bah avec nous. écoute, merci à toi, c'était un plaisir. Également.
S'il y avait une personne qui devrait s'asseoir à ta place la prochaine fois, ce serait qui? S'il y a une personne qui doit s'asseoir ici, je sais pas, t'as déjà eu Léo Marchand ou Pas encore. pas encore? Ouais, bah, je pense que tu pourrais inviter. Il y en a un que tu connais très bien et que je connais très bien aussi, qui s'appelle Simon Says, qui est un homme multifacette. Mais alors, quand je dis multifacette, c'est niveau 1000 dans le sens où c'est un artiste à part entière. C'est un excellent producteur, excellent ingé son, excellent DJ, showman, tour manager. Il a aussi ce côté entrepreneur aussi. Et je pense que c'est marrant parce que c'est un profil qui est assez similaire au mien, mais qui a tout un autre univers et une autre vision à offrir. Donc je pense que ça pourrait être intéressant que tu lui passes un petit coup de fil. J'ai son numéro, je crois. Ah bah c'est parfait alors. Merci Nickel. Charles. Bah merci à toi.